côtes sont des oplates très allongées, en forme d'arc concave en dedans. Elles sont interposées entre la colonne vertébrale thoracique en arrière et le sternum en avant. Elles sont disposées symétriquement de chaque côté de la ligne médiane et numérotées de 1 à 12. Elles délimitent latéralement le thorax et entre elles les espaces intercostaux. Elles sont mobiles avec la respiration et présentent 3 catégories de côtes. 7 paires de vraies côtes ou côtes sternales qui s'articulent séparément avec le sternum par l'intermédiaire des cartilages costaux. 3 paires de fausses côtes ou côtes asternales qui s'unissent au bord inférieur du cartilage de la 7e côte par un cartilage commun. 2 paires de côtes flottantes qui se terminent par un cartilage libre. Orientation. Les côtes sont disposées comme suit. En arrière, l'extrémité renflée. En dedans, la face concave. En bas, le sillon costal qui parcourt la face interne de la côte. Caractères généraux des côtes. Les côtes sont inclinées de haut en bas et d'arrière en avant. Cette inclinaison augmente graduellement de la première à la 12e côte. Elles décrivent au cours de leur trajet une courbure à concavité interne, mais cette courbure n'est pas régulière. Envisagée depuis l'articulation costo-vertébrale jusqu'au sternum, chaque côte se dirige d'abord en dehors, en arrière et un peu en bas, jusqu'à 5 cm environ de l'apex des processus transverses. Puis elle change une première fois de direction et se porte en bas et en avant jusqu'à la jonction costo-chondrale où elle s'infléchit en haut, en dedans et en avant. Les 2 courbures qui résultent de ces changements de direction se traduisent sur la face externe de l'os par 2 angles, l'un postérieur situé à 5 cm de l'apex des processus transverses, c'est l'angle costal, l'autre antérieur situé à la jonction costo-chondrale, c'est le genou costal. La courbure des côtes est complexe. Elle peut être décomposée en 3 courbures secondaires, une courbure suivant les faces, une courbure suivant l'axe et une courbure suivant les bords. La courbure suivant les faces est une courbure d'enroulement. Elle se traduit par une face interne concave et une face externe convexe. La courbure suivant l'axe est une courbure de torsion autour de l'axe de la côte. Elle se traduit par des changements d'orientation des faces externes et interne de la côte. Suivi d'arrière en avant, la face externe regarde en arrière et en bas dans sa partie postérieure, directement en dehors dans sa partie moyenne, et en haut et en avant dans sa partie antérieure. La face interne suit une orientation inverse. La courbure suivant les bords affecte la forme d'une S italique dont l'extrémité postérieure est située sur un plan sous-jacent par rapport à l'extrémité antérieure. Longueur de la côte. La longueur des côtes augmente de la première à la 7e côte, puis diminue de la 8e à la 12e côte. Description. Chaque côte présente un corps, une extrémité postérieure et une extrémité antérieure. Le corps est fortement aplati transversalement. Il présente 2 faces et 2 bords. La face externe est convexe et divisée en 3 segments par l'angle costal et le genou costal. Elle donne insertion aux muscles de la paroi du temple. La face interne est lisse et concave en dedans. Elle est creusée dans ses 2 tiers postérieurs et le long du bord inférieur de l'os d'un sillon costal dans lequel cheminent le nerf costal et les vaisseaux intercostaux. Le bord supérieur est arrondi et mousse. Il donne insertion aux muscles intercostaux. Le bord inférieur est mince et tranchant. Il correspond à la lèvre externe du sillon costal. L'extrémité postérieure comprend 3 parties, la tête costale, le tubercule costal et le col costal. La tête costale présente 2 surfaces articulaires séparées par une crête mousse antéro-postérieure. La crête répond au disque intervertébral. Les 2 surfaces articulaires répondent au fovea costal du corps de la vertèbre homonyme et du corps de la vertèbre sous-jacente. Le tubercule costal présente à sa partie inférieure une surface articulaire qui répond à la fovea costale transversaire de la vertèbre homonyme. Cette surface est convexe pour les 6 premières côtes et plane pour les côtes sous-jacentes. Le col costal est aplati d'avant en arrière. Il est compris entre la tête costale et le tubercule costal.
Extrémité antérieure. Le cartilage costal constitue la partie antérieure cartilagineuse de la côte. Il sépare l'os costal du sternum pour les 10 premières côtes. Il est atrophique pour les 2 dernières côtes. La longueur des cartilages costaux augmente de la première à la 7e côte, puis diminue de la 7e à la 12e côte. Les 2 premiers cartilages costaux sont obliques en bas et en dedans. Le 3e cartilage costal est horizontal. Les cartilages sous-jacents sont obliques en haut et en dedans. Caractère particulier des côtes extrêmes. Première côte. La première côte est la plus large et la plus courte de toutes les côtes. Elle n'a pas de sillon costal. Le corps de la première côte. Le corps est aplati de haut en bas et présente 2 faces, l'une supérieure, l'autre inférieure, et 2 bords, la médiane, l'autre latérale. La face supérieure est rigueuse et présente un peu en avant de sa partie moyenne, et le long du bord médial, une petite éminence rigueuse, le tubercule du muscle scalène antérieur, sur lequel s'insère ce muscle. Ce tubercule est bordé en avant et en arrière par 2 sillons larges et peu profonds. Le sillon antérieur livre passage à la veine subclavienne, le sillon postérieur livre passage à l'artère subclavienne. Cette artère peut être comprimée dans le défilé costo-scalinique, notamment en cas de côte cervicale surnumérée. La face inférieure est lisse et répond à la coupole pleurale. Le bord médial est concave, arrondi et mousse. Le bord latéral est convexe et rigueux. Extrémité postérieure. L'extrémité postérieure est aplatie de haut en bas et forme avec le corps un angle presque droit. La tête présente une seule surface articulaire convexe qui répond à la première vertèbre thoracique. L'extrémité antérieure, très épaisse, répond au premier cartilage costal. 11e et 12e côte. Les côtes C11 et C12 sont des côtes flottantes. Elles se terminent par une extrémité antérieure libre. Elles n'ont pas de tubercule costal et leur tête possède une seule surface articulaire qui répond à la vertèbre thoracique correspondante. La 12e côte n'a pas de sillon costal ni d'angle costal. Sa longueur est très variable, tantôt longue, oblique en bas et en dehors, tantôt courte et horizontale. Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent les côtes. Les côtes sont des os plats, très allongés, en forme d'arc concave en dedans. Oui, c'est juste. Les 10 premières côtes présentent un cartilage qui s'articule avec le sternum. Non, il présente des cartilages costaux, mais uniquement les 7 premiers qui s'articulent avec le sternum. Le cartilage costal de la 2e côte répond à l'angle sternal. Oui, c'est juste. Les côtes délimitent latéralement le thorax et entre elles les espaces intercostaux. Oui, c'est juste. Le sillon costal est creusé sur la face interne le long du bord supérieur. Non, le long du bord inférieur de la côte. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent les côtes. Les côtes sont inclinées de haut en bas et d'arrière en avant. Oui, c'est juste. L'angle costal est situé à l'union du corps et du col costal. Non, il est situé à 5 cm environ de l'apex du processus transverse. La courbure costale suivant l'axe détermine une torsion de la côte. Oui, c'est juste. La longueur des côtes diminue graduellement de la 8e à la 12e côte. Oui, c'est juste. Les côtes forment avec les vertèbres thoraciques la cage thoracique. Non, les côtes forment avec le sternum et la colonne vertébrale thoracique la cage thoracique. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent les côtes. Le bord inférieur forme la lèvre interne du sillon costal. Non, il forme la lèvre externe du sillon costal. La tête costale s'articule avec 2 corps vertébraux pour la plupart des côtes. Oui, c'est juste, à l'exception pour la première et les 2 derniers. Le tubercule costal s'articule avec la fovea costale transversale de la vertèbre sous-jacente. Non, il s'articule avec la fovea costale transversale de la vertèbre homonyme. Le col est compris entre la tête et le tubercule costal. Oui, c'est juste. L'extrémité postérieure de la tête comprend la tête costale, le tubercule costal et le col costal. Oui, c'est juste. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent les côtes. La côte C7 est la plus longue. Oui, c'est juste. Le genou costal est situé à l'union du corps et du col costal. Non, le genou costal est situé au niveau de la jonction costochondrale. La longueur des cartilages costaux augmente de la première à la 7e côte. Oui, c'est juste. Les 2 premiers cartilages costaux sont obliques en bas et en dedans. Oui, c'est juste. Les cartilages costaux des côtes C3 à C10 sont obliques en haut et en dedans. Non, le cartilage de la 3e est horizontal. Question numéro 10.
Les propositions suivantes concernent la première côte. Le sillon costal de la première côte, libre passage au nerf intercostal. Non, la première côte n'a pas de sillon costal. Le tubercule du muscle scalène antérieur est situé à la partie postérieure de la face supérieure. Non, il est situé à la partie moyenne. Le sillon prétuberculaire, libre passage à la veine subclavienne. Oui, c'est juste. Le sillon rétrotuberculaire, libre passage à l'artère subclavienne. Oui, c'est juste. La tête costale s'articule avec les vertèbres thoraciques T1 et T2. Non, la tête s'articule uniquement avec la première vertèbre thoracique.